Bonjour. Je vous passe le micro. J'ai ma cousine qui fait des études de journalisme pour passer à la télévision. Elles se sont... Oui, c'est courageux. Quand tu veux. Bonjour, merci pour votre patience. Donc c'est avec beaucoup d'émotion et de joie qu'on vous accueille aujourd'hui dans la bibliothèque du musée Joseph Deschlettes pour la première conférence organisée dans un cadre un peu particulier, dans un contexte un peu particulier, en lien avec la dernière exposition temporaire du musée, Jean Puy, Ambroise Vollard, Un fauve et son marchand, exposition qui devait ouvrir le 16 décembre, mais que nous n'avons pas pu ouvrir, comme vous le savez. Dans ce contexte, nous avons quand même décidé de maintenir la programmation des conférences, du cycle de conférences prévu tout au long de l'exposition. Et c'est avec beaucoup de joie que j'accueille au musée Ulrich Kasper, docteur en histoire de l'art, spécialisé en art moderne et en art contemporain, et qui aujourd'hui va nous parler de l'art au début du XXe siècle. Il va nous parler de Jean Puy et qui va remettre Jean Puy dans le contexte de ce bouillonnement artistique du début du XXe siècle. Avec vous, Ulrich Kasper, pendant 1 heure, nous allons naviguer avant le XXe siècle, au niveau des impressionnismes, un peu plus loin jusqu'à l'abstraction. Et nous allons, sans perdre Jean Puy de vue, évoquer des artistes comme Monet, Cézanne, Gauguin, des compagnons de Jean Puy, Matisse, Derain. Et puis, nous allons mettre en dialogue leurs œuvres pour voir où Jean Puy se situe dans ce début du XXe siècle. Cette conférence, on va essayer de la faire la plus interactive possible. Donc nous sommes aujourd'hui avec Elling Engstrom, chargée de communication du musée, qui va du coup enregistrer les questions que vous pouvez vous poser au fur et à mesure de la conférence. On est aussi avec Mathieu Guyot du service de communication de la ville qui nous met à disposition toute la régie technique pour pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la conférence à poser vos questions. Nous les poserons tout à la fin. Le temps de désinfecter le micro, je vais passer la parole à Ulrich Kasper et du coup, je vous retrouve à l'issue de la conférence. Bonjour, j'ai eu le droit de retirer mon masque pour cette conférence sur Jean Puy, les origines de l'art au XXe siècle. Je vais vous parler de Jean Puy et du contexte de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Et c'est une période extrêmement créative où il y a énormément d'échanges entre les artistes et des influences, à la fois des influences des artistes impressionnistes, néo-impressionnistes vers les artistes du fauvisme et du post-impressionnisme. Et Jean Puy est un artiste qui marque vraiment ce seuil du 19e vers le 20e siècle et donc de la figuration vers l'abstraction. C'est quelqu'un qui a participé au post-impressionnisme, le néo-impressionnisme jusqu'au fauvisme. Bien que son art est resté assez traditionnel, il est moins extrême dans son application des couleurs que Matisse, par exemple, mais ça reste un artiste extrêmement important pour les débuts du XXe siècle. Et surtout, quand on voit son œuvre qui date autour de 1902-1903, il est vraiment, tout est déjà là, toute la modernité est déjà présente dans son œuvre. Alors Jean Puy, comme vous le savez peut-être, il est originaire de Roanne.
Il est né en 1876 et il arrive à Paris, et à Paris, il va fréquenter l'Académie Jullien. Il va aussi travailler avec Eugène Carrière, et c'est dans ces endroits-là qu'il va rencontrer les artistes, les futurs artistes fauves, c'est-à-dire André Derain, Albert Marquet, et notamment Henri Matisse. Et donc, il se lie d'amitié avec eux, et donc il y aura une influence mutuelle qui sera vraiment importante. J'introduis avec cet autoportrait et tête de plâtre, car c'est extrêmement intéressant. C'est un tableau où tout est déjà présent et toute la modernité est déjà présente, car en fait, on voit dans cette peinture que il y a comme une inversion entre fond et figure. C'est-à-dire que vous voyez cet autoportrait de Jean Puy à l'arrière-plan, dans un cadre qui est probablement un miroir dans lequel il se reflète. Et au premier plan, on voit une tête de plâtre. Et on dirait qu'en fait, il est lui-même la figure de son tableau. Il se met à l'arrière-plan. Et au premier plan, nous avons la décoration. Et c'est très intéressant parce qu'en inversant figure et fond, il procède à une sorte d'aplatissement de la peinture. Et donc là, c'est vraiment tout le début de l'abstraction qui va naître autour de 1902, avec vraiment déjà la source du fauvisme, on peut dire en quelque sorte. Alors là, je passe à Gauguin. Pourquoi? Parce que Gauguin est un artiste du post-impressionnisme, et c'est un artiste qui a notamment travaillé avec des artistes en Bretagne, dans un petit village qu'on nomme Pont-Aven, et où se sont retrouvés aussi les artistes Nabi. Et je pense qu'il y a déjà une influence de Gauguin sur Jean Puy, que vous voyez très clairement dans cette composition de Gauguin, autoportrait au Christ jaune. Pourquoi? Parce que Gauguin, il avait enseigné aux artistes de se détacher de l'imitation de la nature. C'est-à-dire, jusqu'au XIXe siècle, l'artiste cherche à imiter la nature. Et là, Gauguin, il leur autorise, ou même il les pousse à se détacher de l'objet représenté, de l'imitation de la nature. Il les pousse aussi à exagérer les couleurs, à exagérer les formes et à intensifier l'expression, intensifier la sensation. Et au même temps, on constate aussi que dans l'art de Gauguin, il y a une sorte de retour vers une rêverie, vers quelque chose de sacré, vers une certaine religion qui n'était pas présente dans la peinture impressionniste. Et alors, quand vous regardez le tableau de Gauguin, vous voyez qu'il y a un vrai parallélisme entre le Christ à l'arrière-plan et Gauguin au premier plan. D'où l'idée d'une identification, c'est-à-dire est-ce que l'artiste fera un sacrifice, se sacrifiera pour la société, mais en même temps, il subit des influences nombreuses, comme vous voyez à l'arrière-plan, une tête peut-être un peu primitive qui l'aurait inspiré. Donc en fait, tout est déjà là, aussi dans cette égalité entre figure et fond, c'est-à-dire le regard du spectateur circule vraiment pleinement à la surface. Et notamment là, on passe vraiment de ce mouvement post-impressionniste vers quelque chose qu'on appelle le synthétisme. Gauguin, il entend par synthétisme une image qui est complètement unie par une sensation très forte, hein, c'est-à-dire que la juxtaposition des couleurs pures fait qu'il y a une sensation extrême, quelque chose de très intense pour le spectateur. Alors, je passe à l'autoportrait à la barbe de Jean Puy. Comme vous voyez, Jean Puy a aussi été influencé par le néo-impressionnisme. Le néo-impressionnisme est très différent de l'impressionnisme, il est nettement moins spontané, moins improvisé. Tout le contraire, il cherche une approche scientifique à l'art et donc à la technique, au geste de l'artiste. J'ai mis cette phrase en dessous: chaque touche est une sensation, est une touche concrète. C'est une phrase qui vient justement des artistes néo-impressionnistes. Vous avez à la fois Georges Seurat, Paul Signac, qui seront d'une grande influence sur Jean Puy. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, tout le tableau
est divisé, il est décomposé en petites touches de pinceau. Ça veut dire que le geste de l'artiste est devenu autonome de l'objet représenté. On peut à la fois avoir la tête, l'autoportrait de Jean Puy, et à la fois, chaque touche est juste une couleur, indépendamment de ce qui est représenté. Donc il n'y a pas de contour, hein. Le contour est complètement effacé, on a une image floutée parce que cette décomposition donne quelque chose de vibratoire. Et ce qui est tout à fait intéressant, que les artistes du néo-impressionnisme, comme par la suite les artistes du fauvisme, étaient quasiment tous des anarchistes, et ils considéraient que cette idée de l'autonomie de la touche était aussi l'idée de l'autonomie de l'être, l'autonomie de la personne, où on a cette conception que, oui, c'est presque un message social qui est en train de se passer par cette peinture-là. Un autre aspect important que nous voyons là, c'est que la peinture, elle nous semble inachevée. Alors, est-ce qu'il ne l'aurait pas fini, ou est-ce que c'est l'intention de l'artiste de la laisser dans cette ouverture-là? Et dans cette ouverture-là, on a à la fois l'idée d'un portrait, mais à la fois, on voit juste une peinture. Et donc, on peut faire deux lectures, une lecture représentative, mais aussi une lecture abstraite, parce qu'on ne peut pas oublier que c'est une peinture. Et c'est quelque chose de très important qui est nettement affirmé ici par le geste de Puy. Alors, lorsque je continue la prochaine diapositive avec Georges Seurat, la scène à Courbevoie, que vous voyez là, qui est d'ailleurs du provenance du musée Van Gogh. Ça nous dit long aussi sur l'influence des artistes. Georges Seurat, c'est vraiment l'artiste qui a fondé le néo-impressionnisme en 1883. Il a été suivi par Paul Signac, qui était un ami très proche et très inspiré par Georges Seurat. L'idée du néo-impressionnisme était vraiment de donner une approche scientifique à l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'est l'étude de la lumière. Désormais, on ne cherche pas à construire un espace d'après la perspective, mais juste à partir de la couleur et à partir de la lumière. Et c'était cela l'intention de l'impressionnisme. Mais l'impressionnisme a eu quelque chose de très spontané. On peint dehors et on regarde comment la lumière change, on applique rapidement les couleurs, les touches rapides. C'est quelque chose qui semble improvisé et spontané. Alors que Seurat s'est dit, mais non, l'art doit être quelque chose de sérieux. Et il pensait presque à Nicolas Poussin, même si Poussin est différente, mais Poussin avait dit, on ne peut pas faire l'art en sifflotant. C'est vraiment quelque chose de très réfléchi, de très prémédité, de très contrôlé. Et Georges Seurat veut revenir à une tradition historique, à une tradition de l'histoire de l'art. Il dira même, je retourne vers la Renaissance italienne, Leonardo da Vinci, Raphaël, parce que je construis mon tableau de façon scientifique. Seulement, il ne va pas le construire d'après l'espace, mais d'après la lumière, c'est-à-dire les phénomènes optiques. Et le phénomène optique, c'est ici justement les multiples touches qui reflètent le mouvement de la lumière et donc ce changement permanent de notre atmosphère, de notre entourage. Et alors, vous savez peut-être que Georges Seurat, malheureusement, il est mort très jeune, seulement à 31 ans. Et son ami Paul Signac, il était vraiment complètement effondré de la mort de Seurat. Et il va rédiger un ouvrage qui est un ouvrage de référence pour le néo-impressionnisme. C'est notamment d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, pour tracer vraiment cette ligne depuis le romantisme vers le néo-impressionnisme et l'importance de la lumière qui est reliée évidemment à la couleur. Alors, là, vous avez un tableau de Jean Puy, Le peintre et son modèle sous le parasol à Belle-Île, 1905.
on est déjà en époque du fauvisme, alors que là, on a deux influences qui vont marquer l'artiste. Premièrement, l'influence de Van Gogh, elle est nettement visible par le choix des couleurs, par le geste très libre du pinceau qui semble suivre un mouvement, une certaine énergie, l'énergie de l'artiste, pas nécessairement l'énergie de la nature. Et deuxièmement, l'influence de Signac, qui est évidemment reliée à cette théorie couleur égale lumière. Mais Signac et le néo-impressionnisme ont aussi pensé que la couleur doit être redéfinie. Ce n'est pas une couleur locale, ce n'est pas une couleur atmosphérique comme chez les artistes impressionnistes, mais c'est une couleur lumière et en même temps une couleur matière. C'est-à-dire, on voit juste la touche de pinceau, c'est juste une touche de jaune, mais ça peut aussi être un reflet de lumière. Donc, il y a les deux à la fois. Et ce qui est intéressant, la même année où Jean-Pi fait cette peinture, c'est-à-dire en 1905, nous avons une double rétrospective à Paris, c'est-à-dire celle de Van Gogh et celle de Paul Signac. Donc, j'en suis quasiment sûre qu'il a vu les rétrospectives et que cela aurait inspiré pour ce travail. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette peinture aussi, c'est, vous voyez la composition. La composition, elle est très calculée, elle n'est pas spontanée. Vous avez un arrière-plan avec la mer, avec les rochers, et un premier plan où on voit l'artiste avec son modèle sous un parasol, justement assise dans l'herbe jaunâtre, imprégnée de lumière. Et alors, ce qui est intéressant, là, on sort complètement de la perspective centrale. On est à la fois très proche et très loin. Mais il n'y a pas de transition de l'espace proche, de cette colline, vers la mer. Soit on est très proche, soit on est très loin. Il n'y a aucune transition. Alors cet espace, qui n'est fait que de deux espaces, proche, lointain, et rien d'autre, c'est vraiment un espace qui est aussi en provenance de l'art japonais, du japonisme, qui est très à la mode depuis l'impressionnisme, qui est collectionné par les artistes. Et à Paris, nous avons notamment Samuel Bing qui a sa boutique qui s'appelle Art Nouveau d'ailleurs, où les artistes ont pu retrouver des estampes japonaises qui ont justement créé cet espace-là. Un autre aspect important, c'est ce dialogue de couleurs qui est extrêmement moderne, où vous avez à la fois le jaune, orangé, mais où il y a beaucoup de teintes bleuâtres, c'est-à-dire c'est chaud et froid à la fois. Et à l'arrière-plan, le bleu. Donc on est dans un dialogue chaud-froid qui est donné par l'artiste, qui est vraiment cette, cette sensation qui est importante pour les artistes. On est dans la sensation et non pas dans la connaissance. Et c'est un point important parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, on est quand même toujours dans l'idée, la peinture est définie par l'histoire, par la religion, par la mythologie. Et là, les artistes ont vraiment débarrassé la peinture de ces références-là pour entrer dans cette idée d'une sensation pure. C'est juste un ressenti. Et comme c'est juste un ressenti, tout le monde peut profiter de la peinture. On n'a pas besoin d'une connaissance pour comprendre cette peinture. C'est une peinture extrêmement ouverte et extrêmement accueillante, justement à cause de cette idée d'une sensation. Alors, on peut comparer cette peinture de Jean-Pi à Paul Signac et aux femmes au puits, ou les Provençales, jeunes Provençales, qui datent de 1892. Alors il faut savoir que Paul Signac était ami avec Jean-Pi, ils se sont connus, ils ont peint ensemble et ils ont été ensemble à Belle-Île, à Saint-Tropez. Et non seulement ils ont fait de la peinture ensemble, ils ont aussi navigué ensemble, car Jean-Pi, il aimait la voile, il aimait faire du bateau. Et donc ils partageaient justement cet amour de la mer, l'amour de la lumière du sud, de cette lumière très intense qui imbibe tout, qui rend presque aveugle et qui est extrêmement très forte, n'est-ce pas, et qui va inciter beaucoup d'artistes au début du siècle à éclaircir leur palette. Alors si vous vous rendez dans un musée classique, que ce soit maintenant à Paris par exemple le Louvre, et ensuite vous passez au musée d'Orsay, vous voyez, vous passez de l'obscurité à la lumière, hein, c'est quelque chose de très marquant.
Alors pour cette peinture de Paul Signac, qui est une peinture du néo-impressionnisme, vous voyez, on a justement cette théorie que l'artiste va abandonner le mélange des couleurs sur la palette, comme c'est traditionnellement le cas jusqu'à l'impressionnisme, et au lieu de mélanger ces peintures directement sur la palette, les couleurs sont appliquées pures, c'est-à-dire une touche de jaune, une touche de rouge, une touche de bleu, et les couleurs vont se mélanger dans l'œil du spectateur. Et là, on parle de mélange optique, ce qui est complètement différent. Et vous voyez évidemment que l'application de la peinture est extrêmement systématique, c'est-à-dire on a un divisionnisme, un pointillisme. Chaque touche est appliquée individuellement, juxtaposée avec une autre couleur, et nous la percevons comme un vert, alors qu'en réalité, c'est du bleu et du jaune. Donc c'est un assemblage de couleurs qui fait qu'on voit autre chose juste sur notre rétine. Ce qui fait que l'artiste doit constamment penser au spectateur. Donc, le spectateur est vraiment directement introduit dans ce genre de peinture. En même temps, l'artiste ici, je vous ai dit, avec le néo-impressionnisme, on est vraiment dans une recherche scientifique. Et l'artiste fait référence à un ouvrage d'un scientifique qui est Eugène Chevreul. Alors, Eugène Chevreul est un chimiste. Il travaille à la manufacture des Gobelins. Et c'est à lui qu'on avait demandé à enquêter sur comment teinter les tapis et quelles couleurs trouver et tout cela. Et à un moment, il se décide donc de rédiger un ouvrage sur les couleurs et le phénomène optique des couleurs. Et donc, il a développé cette théorie des couleurs sur le contraste simultané des couleurs. Et donc, cette théorie, elle deviendra vraiment la référence pour les artistes du néo-impressionnisme. Et avant de vous montrer un peu le cercle chromatique de Chevreul, je vous demande aussi de regarder en fait comment le tableau semble être dessiné alors qu'il n'est fait que de couleurs. Il semble être extrêmement précis, alors que c'est juste des touches de couleurs sans aucune ligne, mais la ligne apparaît par la juxtaposition des teintes. Donc c'est très élaboré, on dirait presque une sorte de mosaïque ou une sorte de tapisserie. Alors, en regardant le cercle chromatique de Chevreul, qui présente justement la loi du contraste simultané des couleurs, qui a été rédigée en 1839, c'est une théorie qui a déjà été importante pour Eugène Delacroix. Et Eugène Delacroix est un des premiers artistes qui vraiment prête extrêmement attention à la couleur, à la juxtaposition des couleurs, et a créé un espace à partir de la couleur. Si vous regardez le cercle chromatique, vous voyez justement qu'on trouve face au vert, on trouve du rouge, face au bleu, on trouve l'orange, soit face au jaune, on trouve le violet, et Eugène Chevreul a déterminé si j'assemble ces couleurs-là dans une peinture, ça crée un équilibre dans ma rétine, ça crée un équilibre dans mon œil, ça s'harmonise automatiquement. Donc c'est un phénomène optique, physiologique, propre dans la rétine du spectateur. Et les artistes, en connaissance de cause, ont appliqué cette théorie-là. Même Jean Puy, comme vous le voyez là, Lamaque à Saint-Alban, de 1904, qui peut déjà être considéré comme une peinture qui ouvre le fauvisme, alors que le fauvisme commence réellement en 1905. Alors qu'avec ce hamac à Saint-Alban, on a quelque chose de très étonnant. D'abord, on a une vision presque impressionniste. C'est une peinture qui a l'air très spontanée à cause de l'attitude des femmes. Il y a une femme dans l'hamac, elle fait un geste de détente. Une autre femme qui semble la bercer dans l'hamac, qu'on voit de dos. Et là déjà, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est comme peinture? Est-ce que c'est une peinture de paysage? Est-ce que c'est une peinture de portrait? Mais rien n'est clair, c'est un peu confus, un peu flou pour le spectateur. Alors que lorsque je regarde la composition, ce qui saute à l'œil, c'est vraiment les taches vertes et les taches rouges. Et on sent que l'artiste a vraiment suivi à la fois l'enseignement de Gauguin
et l'enseignement de Signac, il a intensifié les couleurs et il les a appliquées en aplat, telles que les branches de verdure de l'arbre qu'on voit dans la partie supérieure ne semblent que du vert, on ne pense même pas aux feuilles, ça semble juste être du vert. Et le hamac, avec les bandes rouges ou la robe rouge, semble se réduire presque à la couleur et on ne pense déjà plus à la robe de la femme. Donc il y a presque un détachement de la couleur de son sujet. Il y a une sorte de séparation entre sujet et couleur, et la couleur devient plus forte, plus importante que le sujet qu'elle est en train de peindre. Et là, on est dans le contraste simultané des couleurs, et ça donne quelque chose de très vivant à l'œil et de très agréable à regarder. Et on peut considérer que Jean Puy s'est peut-être inspiré de Claude Monet. Claude Monet, célèbre artiste impressionniste, qui a voulu en 1866 reprendre le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet et le regarder différemment, en se concentrant à l'idée des couleurs lumière. Et alors, je vous donne juste un détail, un fragment de ce tableau de grand format. C'est un tableau qui a été abîmé et suite à ça, tranché en deux parties. La partie que je vous montre, c'est deux femmes qui se promènent. À la fois, on les voit que de dos, probablement Camille Dancieux, la femme de Claude Monet. À l'arrière-plan, un homme élégant, on dirait des personnes qui viennent de la ville, qui vont à la campagne. Et la personne au fond, c'est probablement Basile, un autre artiste impressionniste. Et non seulement le fait qu'on regarde les personnes de dos était choquant pour les gens à l'époque, un peu comme l'avait fait Jean Puy, mais aussi regarder l'application des couleurs. On est dans une peinture qui semble être très spontanée, presque esquissée, rapidement. Et l'artiste met tout l'appui sur le vert et sur le rouge. Et la ceinture, comme la jupe de la femme de gauche, semble complètement effacée par la couleur rouge qui n'est qu'une plage de couleurs. Il semble presque détruire la robe et mettre tout l'accent sur une plage de couleurs. Et cette plage de couleurs contraste avec le vert des branches d'arbres et de la pelouse, qui est un vert très intense. Et justement, Claude Monet dit aussi, lorsqu'un artiste fait une peinture à l'extérieur, au lieu de penser feuilles, arbres, branches, il doit penser vert, jaune, rouge, il doit penser en termes de couleurs. Et donc c'est exactement cette leçon-là que Jean Puy a repris à l'impressionnisme. Alors, je voulais vous montrer justement ces peintures de paysages qui font encore référence, plutôt référence à Gauguin et à ce post-impressionnisme. Notamment, nous avons ici un paysage de 1904 et où vous avez déjà cette continuité de la recherche sur le dialogue des couleurs. C'est non seulement le contraste simultané des couleurs entre le vert et le rouge, qui sont des couleurs opposées dans le cercle chromatique, qui sont très agréables pour l'œil du spectateur. Mais non seulement cela, aussi l'idée de construire un tableau, non pas avec la perspective, avec des lignes de fuite, avec une idée d'illusion de profondeur, mais juste créer un tableau à partir de dialogues de couleurs. Et il entasse des champs de couleurs. On a un champ de rouge, un champ de vert, un champ de beige, un champ d'orange. Et en assemblant ces champs de couleurs, on arrive à une peinture. Donc on peut construire une peinture juste à partir de la couleur. Et donc ce qui est intéressant, c'est il travaille par couches, par superposition de couches, un peu comme dans la nature, on trouve des couches de terre qui se superposent comme un géologue en fait, comme un géologue de la peinture. Et un autre aspect intéressant, c'est que dans ce paysage qui devient presque abstrait, vous avez au premier plan quelque chose un peu flou, où on a l'impression qu'il a testé un peu toutes les couleurs qu'il veut utiliser, juste au premier plan, et après il les a bien appliquées à l'arrière-fond. Et alors normalement on dit, je regarde un paysage, c'est le premier plan qui est net et l'arrière-fond qui est flou. Et ici c'est le premier plan qui est flou et l'arrière-plan qui est net. Donc il y a une inversion de quelque chose qui fait qu'il nous rapproche l'arrière-plan. Il nous donne plus de densité pour l'arrière-plan.
évidemment, on peut s'imaginer que il a bien regardé le travail de Gauguin, encore une fois, car en 1903, nous avons aussi eu une rétrospective de Paul Gauguin à Paris. Et d'ailleurs, cette rétrospective a été accrochée par Henri Matisse, qui est aussi un grand fan du travail de Gauguin. Et en fait, dans ce tableau, Le gardien des ports, en Bretagne, vous avez un paysage qui est extrêmement dense, extrêmement concentré. Premièrement, vous voyez comment l'artiste, il travaille non avec des petites touches comme les impressionnistes, mais avec des traits beaucoup plus allongés, beaucoup plus appliqués. Et on a une densité, presque une corporalité de la peinture, qui donne quelque chose de stable, quelque chose de solide, presque d'architectural. Hein. Déjà, on a du mal à distinguer les ports, le garçon et le paysage. Tout est mis au même plan. Hein. Et il va donc construire sa peinture, mais vraiment par cette juxtaposition des couleurs, mais aussi par ces touches de pinceau qui restent visibles à l'œil du spectateur. Hein. Donc on peut vraiment reconstruire à partir de l'œil, à partir de notre regard, cette peinture-là. Et donc, pour vous montrer comment, étape par étape, on arrive à quelque chose de très moderne, en parlant de Cézanne, qui aussi a une influence sur Jean Puy. D'ailleurs, je continue à parler des rétrospectives, hein, de toutes ces grands artistes qui ont pu avoir une influence, car Cézanne, il décède, comme vous le savez peut-être, en 1906, quand il est en train de peindre la montagne Sainte-Victoire. Hein, il est frappé par la foudre, hein, et il meurt quelques jours après. Et donc, en 1907 déjà, un an après, nous avons une rétrospective de Cézanne. Et Cézanne a été essentiel, car en fait, il va unir l'impressionnisme avec ce qui va devenir le cubisme. On peut dire qu'il est à l'origine du cubisme, mais il va faire cette transition impressionnisme-cubisme. Et il a compris quelque chose, c'est-à-dire, premièrement, il va s'intéresser à l'étude de la lumière des impressionnistes. Il continue à penser que chaque touche est une sensation, parce que chaque touche de couleur est identifiée avec une lumière. Et en même temps, il pense que l'impressionnisme est beaucoup trop fugitif. Hein. L'impressionnisme est fait à la hâte, c'est un instant précis, mais il est fugitif, il est déjà passé dès qu'on le regarde. Et Paul Cézanne pense qu'il faut donner quelque chose de plus stable, de plus solide à la peinture, mais tout en restant dans cette idée d'une sensation. Alors il va le solidifier. Et pour le solidifier, il continue les touches, mais il va diviser son champ de peinture en petites facettes, en fait. Vous avez comme des sortes des petites facettes, des petits champs de couleurs, où vous voyez alterner l'orange avec le bleu ou avec le vert. Et donc, on a à la fois des couleurs froides, comme le bleu, le vert, et des couleurs chaudes, comme le jaune, l'orange, et il ne va pas les séparer, il va les mélanger. Et donc, du coup, ça crée une vibration dans notre œil, parce qu'on est dans le chaud et le froid à la fois, donc on est dans un ressenti très fort, et en même temps, on est dans le contraste simultané, parce qu'on est dans quelque chose du bleu qui va vers l'orange, et du rouge qui va vers le vert. On est dans le contraste simultané des couleurs. Et alors, sa peinture peut paraître spontanée parce qu'elle a l'air d'être vite faite, mais elle est extrêmement calculée par rapport au choix des couleurs et la volonté de ne pas fusionner les couleurs dans l'œil, justement pour que ce ne soit pas fugitif, mais ça reste quelque chose de stable. Et donc là, la montagne Sainte-Victoire, vous savez, il en a fait une quinzaine de tableaux. Et donc ça montre que c'est vraiment une longue recherche pour arriver justement à ce résultat-là. Et avec cette montagne Sainte-Victoire, il fait exactement ce qu'on avait vu avec Jean Puy, c'est-à-dire il travaille par strates. Il connaît la terre, il connaît le paysage, et lorsqu'on parle de couches de terre, des couches de pierre, on parle de couches de peinture en même temps. Hein, et cette idée de construire par couches permet aussi de solidifier toute son image. Ça donne cette intensité.
alors, on peut voir comment on passe maintenant de cette post-impressionnisme, néo-impressionnisme, vers ce qui va devenir le fauvisme. Et vous avez notamment André Derain, qui est un grand ami à Jean Puy. Ils se sont bien connus, ils se sont peut-être rencontrés chez Eugène Carrière. Ils vont avoir le même marchand qui est Ambroise Vollard, qui représente tous ces artistes qui se trouvent sur le seuil du 19e vers le 20e siècle. Et alors André Derain a bien introduit le fauvisme aussi. C'est un artiste qui a travaillé dans la banlieue parisienne, à Chatou. Et ici, vous avez une représentation de la Seine, donc simplement la rivière. Et on est dans quelque chose qui paraît extrêmement sauvage. Mais vous avez une peinture de paysage. C'est intéressant parce que tous ces artistes, ils ont choisi des sujets extrêmement classiques, hein, peinture de paysage, portrait, nature morte. Car en fait, c'est avec ces peintures très académiques qu'on peut révolutionner la peinture en donnant d'autres couleurs, d'autres gestes. Et maintenant, on a l'idée que la couleur, elle est autonome de ce qui est représenté. Elle n'est plus une couleur locale. L'herbe n'est plus verte, le ciel n'est plus bleu, mais il peut être de toutes les couleurs parce que c'est une couleur expressive. C'est la couleur qui vient de la psychologie de l'artiste, de son émotion, de son vécu. Et donc, ce n'est pas une couleur perçue, mais une couleur vécue. Et donc, en même temps, vous voyez aussi que cette peinture 1904, elle a pu faire un choc aux spectateurs, car en fait, vous imaginez, pensez un peu à David, à Ingres qui fait encore des peintures néoclassiques en 1860, hein, et maintenant, 40 ans, 30 ans plus tard, on trouve ce genre de peinture où la couleur, elle est extrêmement violente, criarde, parce que les couleurs ne s'accordent pas. Et le pas du néo-impressionnisme vers le fauvisme va être que les couleurs ne vont plus s'harmoniser. Et ceci est fait exprès par l'artiste. Il cherche une disharmonie, il cherche le désaccord pour agresser l'œil du spectateur. Pourquoi il veut agresser l'œil du spectateur? Ça lui permet de détruire l'espace illusoire. Parce que pour les artistes du fauvisme, il s'agit de sortir de l'espace illusoire de la peinture qui est construite par la perspective et de rentrer dans un espace réel, dans un espace qui n'a que 2 dimensions. Et alors pourtant, j'ai l'impression de voir une perspective, j'ai l'impression de voir une profondeur, mais la perspective, elle est donnée par le dessin. Et en même temps, on a déjà des gestes très libres, très sauvages aussi, très expressifs, qui sont des gestes instinctifs. Et ce qui est intéressant, puisqu'on se situe au seuil du XXe siècle, pensez bien qu'on est dans la capitale, on est dans l'industrialisation, on est dans le progrès, et la nature, elle est refoulée. Et la nature, elle va ressortir par l'instinct. Donc c'est quelque chose ça permet d'avoir accès à sa nature intérieure, et donc à avoir des sensations très fortes aussi. Et donc on peut dire que le fauvisme a donc mené vers l'abstraction. Et c'est pour cela que j'avais envie de vous montrer une peinture du premier peintre abstrait, ou qu'on considère comme le premier peintre abstrait, qui est Kandinsky, et son improvisation de 1912. Et Kandinsky, il a bien regardé le fauvisme, car en fait, ça lui a permis de penser on peut séparer le dessin de la couleur. Alors que jusqu'au XIXe siècle, tout est construit sur la perspective, la perspective centrale, la ligne. La ligne est extrêmement importante, car depuis la Renaissance, la ligne, c'est l'idée, c'est le concept. Et avec le fauvisme, les artistes se débarrassent de la ligne, se débarrassent du contour et laissent une liberté à la couleur. Et comme on dit que la couleur, elle était d'abord identique à la lumière, maintenant elle est identique à l'émotion. Et donc on peut laisser libre cours à l'émotion. L'émotion est complètement libérée. Mais le dessin, il persiste, mais indépendamment de la couleur.
Il est appliqué par-dessus. Et donc pour Vassili Kandinsky, c'était une possibilité de renouer avec une autre vérité qui n'ont pas la réalité extérieure, mais une vérité intérieure, la vérité de ses émotions. Et donc là, on arrive à une peinture complètement abstraite aussi parce qu'elle n'a plus d'orientation. On peut la regarder de n'importe quel angle de vue et chaque spectateur peut aussi y mettre l'intention ou le symbolisme qu'il a envie d'y mettre, n'est-ce pas ? Je reviens pourtant vers Jean Puy et sa façon de rentrer aussi dans une certaine abstraction. Je trouve que déjà en 1902, il est extrêmement en avance de son temps. Je trouve que c'est un artiste très important parce qu'en 1902, il est plus abstrait que Matisse, il est plus fauve que Matisse, notamment en regardant La mer à Belle-Île. Vous avez une peinture qui montre juste la mer avec quelques rochers et le ciel. Et c'est intéressant parce qu'il a donné une telle force à la couleur que la mer, qui semblait être lointaine, l'horizon, finalement devient un mur. Et on peut dire, mais est-ce qu'il ne sait pas peindre l'espace? Est-ce qu'il ne sait pas construire une perspective? Mais non, il veut construire un espace pictural. Et alors, il va créer un espace surface, c'est-à-dire l'espace va se verticaliser, il va se redresser comme un mur, et il va devenir quasiment monumental. Et donc là, on rentre déjà dans une peinture abstraite. Et on sent que pourtant, que l'artiste connaît bien la mer, il connaît bien le paysage, c'est l'endroit où il a l'habitude de naviguer avec le bateau. Donc il y a aussi un aspect assez sauvage dans cette peinture-là. Et un aspect intéressant, c'est qu'il veut donner quelque chose de solide, de stable, de permanent, alors que le même univers, c'est-à-dire toujours Belle-Île, a été peint par Claude Monet en 1886. Là, on est toujours à Belle-Île, effet de pluie, mais on est avec l'impressionnisme. On est avec l'impressionnisme et en regardant une peinture impressionniste, on voit qu'avec Monet, on est dans un instant très précis. C'est un instant de pluie, la mer elle est agitée par la pluie, on a une sensation d'une atmosphère très précise. D'ailleurs, Monet dira « je ne peins pas l'objet, je pense qu'il y a entre moi et l'objet ». Entre moi et la nature, c'est-à-dire l'atmosphère. Et donc, c'est quelque chose d'immatériel. Et d'un coup, la peinture paraît spontanée, instable, agitée. Il n'y a rien de solide, tout reste fugitif. Alors que Claude Puy a voulu solidifier, donner une stabilité, quelque chose de tout à fait concrète. Par contre, ce qu'ils vont partager, les artistes de l'impressionnisme avec les futurs artistes fauves, c'est l'idée de ne pas avoir de centre dans la peinture. Le regard du spectateur va toujours circuler sur toute la surface et il ne va pas nécessairement s'arrêter à un point précis. Donc la composition, c'est toujours une composition plus large, plus ouverte, plus universelle, telle que le regard du spectateur n'est plus à un point de vue unique. Le regard circule. C'est comme si le spectateur se déplaçait. Et c'est quelque chose qu'on peut justement voir dans le travail que Jean Puy fait aussi lorsqu'il est en Bretagne dans les années 1910. Vous avez justement cette crique. Lorsque vous regardez cette crique, on a un regard on dirait quelqu'un qui se promène un peu dans les hauteurs, qui regarde vers le bas, vers l'Atlantique, vers la mer. Et la composition pourrait être spontanée, une esquisse, un achevé. Mais en regardant précisément, on comprend que c'est une peinture très calculée et très préméditée. Même si les touches semblent être vite faites et très ouvertes et des espaces laissés en réserve, regardez d'abord comment il trace la partie inférieure avec le jaune, avec le vert, juste quelques touches qui nous indiquent que nous sommes un peu dans la nature, en hauteur. Après, nous avons un regard immédiat qui plonge vers la mer, donc on est à la fois nouveau, très proche et très lointain.
on a un peu plus loin, est-ce que c'est une construction ou est-ce que c'est des rochers, quelque chose comme ça, on a un regard un peu lointain. Mais on est tout de suite ramené à la surface par l'arbre qui coupe la peinture du bas vers le haut. Donc en fait, cet arbre-là, il va toucher le bord du tableau, le cadre du bas et le cadre du haut. Et cet arbre-là, elle va empêcher que notre œil rentre dans l'espace illusoire. Donc on est tout de suite ramené à la surface. On aimerait se laisser emporter dans la profondeur, mais non, on revient à la surface à cause de cette branche d'arbre qui bloque notre regard. Et donc il a très bien réfléchi à ce qu'il voulait faire pour nous garder en proximité et puis finalement garder la conscience. Non, je ne suis pas dans un paysage, je suis dans une peinture. Et la peinture nous semble inachevé car en fait il garde de l'espace en réserve, on peut voir la toile nue en quelque sorte, ce qui permet aussi de dire ah tiens, en effet c'est une peinture et en même temps ça permet à la couleur de respirer et d'être dynamisée aussi par cette réserve de la toile. Je pense que c'est une peinture qui est très proche aussi de Cézanne, notamment si vous regardez la mer à l'Estaque. On a une composition assez similaire et cette technique de la coupe par une branche d'arbre est tout à fait propre à Cézanne. Vous savez que Cézanne, il aimait travailler au bord de la mer et il aimait travailler à l'Estaque, se mettre en hauteur et regarder la mer de loin. Lorsque vous regardez ici, premièrement, regardez la première bande tout en bas de la peinture, où on a l'impression, à nouveau, il essaye toute sa palette de couleurs, comme l'avait fait Jean Puy aussi dans son paysage. Donc on a toutes les couleurs qu'il va utiliser au premier plan, où le spectateur est placé. Ensuite, notre regard plonge dans la profondeur, il voit le village, il voit la mer. Et là déjà, on est à nouveau dans cette idée d'un dialogue entre les couleurs chaudes, froides, le jaune, l'orange qui dialogue avec le vert et le bleu. Et seulement là, par la suite, notre regard se redresse direct avec la mer. Et c'est tout à fait intéressant parce que regardez la mer, elle n'est pas lointaine, elle n'est pas profonde, c'est un mur. C'est un mur comme la peinture de Jean Puy, Belle Île. Et il est conscient de construire sa mer comme un mur. Il veut arrêter le regard. Et si vous jetez un coup d'œil plus rapide sur la toile, vous voyez en fait que la peinture, elle est faite juste par 3 bandes. La bande inférieure qui est là où il y a toute sa palette de couleurs. Ensuite, une bande qui est le village et puis la bande de la mer. Donc on a le beige, le verdâtre et le bleu et puis on a une bande jaune. Donc on est dans une peinture abstraite. Et par la suite, les branches d'arbres vont traverser comme ça l'espace pour à nouveau ramener notre regard à la surface de la peinture. Donc en fait là on est déjà dans cette circulation du regard, on veut aller dans l'illusion mais on est ramené à la surface. Donc on est vraiment dans un pré-cubisme parce que c'est cette quête-là de circuler entre bidimensionnalité et tridimensionnalité qui deviendra importante pour les artistes du cubisme. Est-ce que... oui, là, je pense que vous avez la peinture de Picasso sur l'écran. Non, pourtant je l'avais mise. Tant pis. Oui, j'avais prévu une peinture de Picasso et elle a disparu, je ne sais pas pourquoi. Là, nous avons sur écran Jean Puy, Les Baigneuses. Et en fait, dans cet espace-là, c'est une peinture plus tardive qu'il fait dans les années 20, juste après la guerre. Vous savez qu'il était engagé pendant la Première Guerre mondiale. Il est parti à la guerre pendant 2 ans. Il s'est engagé lui-même volontairement. Mais en revenant, alors il a eu vraiment une vision opposée. Et il trouvait ça horrible et il était choqué. Et suite à ça, en revenant à la peinture, il avait une espèce de joie de vivre, un besoin de nature et de sortir et de respirer qui était vraiment fantastique. Et sa peinture va devenir intimiste et on dirait une peinture traditionnelle alors que je trouve que ce n'est pas le cas. Là, avec les baigneuses, en fait, et vous avez une proximité avec les femmes. On a toujours le regard un peu comme si on était placé en hauteur.
et notre regard descend vers les femmes, mais après, il se redresse tout de suite à la verticale avec la femme qu'on voit de dos, qui est nue, et hop, on remonte vers l'horizon. Et donc, on pourrait penser que c'est une peinture de paysage avec deux nus, mais la peinture n'est pas du tout traditionnelle parce qu'on est loin du nu classique, c'est juste des femmes nues quelconques, hein. On n'est pas dans l'idée de la nymphe ou de la muse, et en même temps, il va complètement effacer la ligne d'horizon, d'où la verticalité et la monumentalité de la peinture. Donc là, on reste quand même dans cet espace surface qui va être propre au cubisme. Et donc, ça me permet maintenant de venir vers ce que je voulais dire, c'est-à-dire ces parties presque cubistes dans le travail de Jean Puy. Par exemple, dans le portrait de sa femme qu'il fait en 1905, donc là, on est dans ce combat entre cubisme et fauvisme à cette époque-là. C'est d'ailleurs une peinture qui va être vendue à la collection Tchouchkine, ce fameux collectionneur russe qui est le premier à ouvrir un musée d'art moderne à Moscou en 1908, notamment avec des artistes comme Matisse, Jean Puy d'ailleurs, et aussi Derain. Alors là, la femme de Puy, vous regardez cette scène d'intérieur qui pourrait paraître extrêmement classique, et on a une grande proximité avec cette femme qui est en train de coudre. Elle fait son ouvrage avec une concentration, un peu comme dans les tableaux de Vermeer. Elle est complètement un avec son travail. Mais toute l'attention est mise sur sa robe. Et maintenant, je vous invite à vraiment regarder sa robe de plus près. C'est déjà intéressant parce qu'il donne un aspect monumental à la robe qui est en couleur gris. Et comme la robe elle est grise, on a l'impression de voir du marbre ou une sorte de sculpture. Et lorsqu'on s'attarde aux plis de la robe, on voit en fait que toutes les plis prennent une certaine géométrie. Ils prennent une certaine géométrie, et dans la partie inférieure droite, on voit une continuité depuis le sol jusqu'à la robe de cette femme-là, où il y a presque une fusion entre le sol et sa robe. Et à droite, lorsque vous regardez le sol juste à côté de la chaise, le sol est en continuité avec le mur qui se trouve à l'arrière-plan. On ne voit pas la transition. Et l'artiste, il fait ici un pas vers le cubisme, car en fait, il va aplatir l'image en effaçant la séparation entre le sol et le mur. L'image se redresse à la verticale, et en même temps, avec la robe très monumentale de cette femme, on est dans une tridimensionnalité. Donc en fait, on est constamment dans un va-et-vient entre ces deux espaces-là. Et c'est exactement ça qui va devenir le cubisme que nous connaissons de Picasso. Et donc, Jean Puy, il a eu vraiment en 1902-1905 toutes les sources de la modernité, que ce soit fauvisme ou cubisme, les recherches sur la lumière, les recherches sur l'espace, l'autonomie du geste. Et là, on se retrouve avec la Pétronie, n'est-ce pas ? Qui est aussi une peinture tout à fait importante, car elle s'inscrit dans le mouvement du fauvisme, ou pré-fauvisme en quelque sorte. Car regardez ce portrait de la femme. On a l'impression que les gestes sont sauvages, agressifs, il n'y a aucun détail, il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune grâce, n'est-ce pas ? Les gestes semblent être très rapides, un peu bruts, les couleurs sont mélangées, ils sont un peu salis. Il ne fait pas du tout attention si c'est rouge ou bleu ou blanc, tout est mélangé. Et le spectateur, en 1902, aurait pu se choquer un peu de la saleté de la toile. D'ailleurs, c'est ce qui était dit par la critique. Alors que les artistes, ici on est dans un pré-fauvisme, cherchaient ce côté sauvage, ce côté instinctif. Pourquoi ? Pour se débarrasser d'une peinture académique, d'une peinture qui faisait référence vraiment à la tradition de l'histoire de l'art. Maintenant, on a d'autres références des artistes. Ils cherchent le primitif, justement, par exemple, dans l'art africain, dans l'art océanien, à partir de Gauguin, qui a fait son voyage à Tahiti. Les premiers objets ethniques vont circuler en France.
et donc les artistes s'en inspirent. Et on s'inspire également de l'art populaire. Et donc d'où ici ce désir de sortir de la civilisation, de l'académie, et de moderniser par le geste, par la touche et par cette simplicité de l'art, de la peinture. On peut voir dans cette peinture-là un rapport direct avec Matisse, non seulement dans son motif de portrait, ce regard de la femme avec cette coiffure très accentuée, non seulement là, mais aussi à la fois dans les couleurs et dans les gestes, dans son côté extrêmement sauvage, car à partir de 1905, on arrive vraiment à ce qu'on appelle le fauvisme. Le fauvisme nommait vraiment l'idée du sauvage, du primitif, de la violence qui est donnée à partir du salon d'automne. Vous savez qu'en 1905, on a une exposition importante au salon d'automne à Paris, où sont présentés Henri Matisse, André Derain, Albert Marquet, Jean Puy, tous ces artistes-là. Et au milieu de la salle se trouve une sculpture d'un artiste plus académique qui fait une sorte de portrait. Et un critique d'art du nom de Vauxhall avait dit « Mais qu'est-ce que cherche Donatello au milieu de la salle des fauves ?» Et il voulait dire par là que toutes ces peintures étaient tellement violentes que c'était choquant pour l'œil. Et donc là, vous avez un exemple de ce qui était accroché avec Madame Matisse à la raie verte. Et regardez, là, on est vraiment dans l'autonomie totale de la couleur. Vous avez quelques taches rouges, quelques taches vertes, quelques taches bleues, violets, jaunes. Et la femme, elle devient vraiment secondaire. Regardez comment l'artiste a pensé la couleur. On pense qu'il n'a peut-être pas réfléchi du tout, mais tout est prémédité. On est à nouveau avec l'idée que le rouge est la couleur complémentaire du vert. Le bleu, c'est la couleur complémentaire de l'orange ou du jaune, comme le violet, le complémentaire du jaune. Donc en fait, toutes les couleurs sont mélangées et raccordées pour rester à peu près complémentaires. Et donc notre regard va chercher automatiquement la couleur qui lui correspond. Lorsque je regarde du bleu, j'ai besoin de voir du rouge. Lorsque je regarde du bleu, j'ai besoin de voir de l'orange. Lorsque je regarde du vert, j'ai besoin de voir du rouge, parce que c'est la couleur complémentaire. Et notre rétine a ce besoin, vraiment ce besoin tout à fait naturel, physiologique. Et donc, là, Matisse, il avait développé des nouvelles théories de la couleur. Il dit, je fais chanter mes couleurs toutes ensemble. Et il dit que la quantité de la couleur, c'est sa qualité. Donc, parce que si je mets autant de vert, j'ai besoin autant de rouge pour l'équilibrer. C'est comme une recette de cuisine, en fait. Quand je mets tant de sucre, j'ai besoin de tant de farine. Dans la peinture, c'est pareil, pour harmoniser, équilibrer les couleurs. Ce qui va nous mener justement vers cette très célèbre peinture qui a fait scandale. D'ailleurs, les deux peintures, et la peinture de la raie verte comme la femme au chapeau fleuri, ont été achetées par la famille Stein. C'est Ambroise Vollard qui les vend d'abord à Léo et Gertrude Stein. Et Léo et Gertrude Stein, ils vont préférer Picasso et ils vont la donner à Zara et Michael Stein, qui, eux, ont beaucoup plus des tableaux de Matisse. Et en prime, puisqu'ils vont prendre ces tableaux-là, Ambroise Vollard leur donne un tableau de Jean Puy en prime. Il vient d'acquérir en 1905, je pense, 200 tableaux, n'est-ce pas, de Jean Puy. Et il va donner des tableaux de Jean Puy en prime aux gens qui vont acheter Matisse. Et donc là, la femme au chapeau fleuri, elle fait vraiment scandale. Elle est considérée comme étant grotesque, car en fait, vous imaginez bien, en 1905, ce portrait de la femme où toutes les couleurs semblent salies, n'est-ce pas? Le visage, regardez le visage de plus près. On sent aussi l'influence de Toulouse-Lautrec, c'est-à-dire le visage est un peu verdâtre, les cheveux rougeâtres, mais elle semble vraiment maladif en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant ici, que l'artiste, évidemment, il ne cherche pas à imiter la femme, il cherche à représenter l'émotion et sa propre émotion qui est présente. D'où ces teintes qui ne vont pas s'accorder, qui vont toujours agresser l'œil du spectateur.
Et alors, il y a des critiques qui lui ont demandé à Matisse, mais comment était habillée votre femme ou la femme lorsque vous l'avez peint? Et il dit, mais évidemment, tout en noir avec un chapeau noir. Donc, toutes les couleurs étaient vraiment des couleurs imaginées par l'artiste. Je voulais vous montrer quand même des œuvres plus tardives de Jean Puy pour voir en quoi il se distingue d'autres artistes, mais en quoi il a quand même toujours un rapport avec la modernité. Ici, on est en 1950, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, Jean Puy est retourné à Roanne, il s'est installé à Roanne. Sa sœur l'avait invité de venir le rejoindre et il fait des peintures plutôt intimistes où on trouve beaucoup de portraits de femmes et toujours à la lecture. La lecture, elle est omniprésente dans son travail. Il faut savoir qu'il a un frère qui est poète, écrivain, Michel Puy, n'est-ce pas, qui a publié un catalogue sur lui d'ailleurs, et qu'il a certainement aussi créé cet univers de la lecture. Alors je trouve tout à fait intéressant, en 1950, on est déjà à l'expressionnisme abstrait, au nouveau réalisme, on est vraiment dans l'abstraction. Et alors, Jean Puy reste fidèle à cette peinture-là, qu'on appelle une peinture décorative, tout en pensant que la peinture décorative, telle qu'elle a été nommée par Henri Matisse en 1915-1917, Matisse a toujours entendu par peinture décorative, peinture abstraite, ou une peinture qui s'oriente vers l'abstraction. Et Jean Puy, en peignant cette femme sur le canapé, on sent vraiment la présence de l'odalisque, on sent Matisse, je dirais même, on sent Eugène Delacroix. Pourquoi? Parce qu'il y a ce travail premièrement presque oriental, ce travail sur les matières, sur les tissus, et c'est quelque chose de très intéressant. Regardez à la fois le papier peint à l'arrière-plan, la couverture rouge rosé, le coussin jaune. Il y a plein de couleurs différentes, c'est très bariolé. On dirait comment toutes ces couleurs différentes peuvent s'accorder. Et pourtant, ça fait un tableau, c'est assez incroyable. Et il joue ici sur les matières, sur les textures, les tissus, les papiers peints. Et ça me fait presque penser à Vermeer, car si vous regardez de plus près Vermeer, vous voyez qu'il a toujours une toile de tissu à l'arrière-fond. Et il met un parallèle entre la peinture et les tissus, parce que la toile aussi est un tissu. Et donc, je pense, en ce sens-là, la peinture, elle reste abstraite ou elle est abstraite. Car en fait, il y a le papier peint qui est la métaphore de la toile. Elle est bidimensionnelle, comme le tissu qui est sur le canapé, le tissu rouge. Donc, toute cette notion de tissu et papier peint nous renvoie vers une peinture abstraite. Évidemment, on peut faire le parallèle ici avec l'odalisque à la culotte grise de Matisse. Vous savez que Matisse, il avait voyagé vers l'Afrique du Nord, Tunis, le Maroc, et il s'en était beaucoup inspiré de la lumière, des tissus, des matières. Et c'est là qu'il avait développé cette peinture décorative. Et regardez comment la femme, elle est placée dans cet univers de tissus, vert, rouge, de toutes les couleurs. Et on sent qu'en l'imbriquant dans ces différentes nappes, dans ces différents tissus, il va aplatir l'image et il va la fondre dans le décor. Elle va faire partie du décor. Et Jean Puy avait fait exactement cette même chose, de cette idée de fondre la figure complètement dans le décor pour qu'elle soit absorbée. Et donc, on n'a plus de différenciation entre figure et fond. Et vous voyez déjà, là on est avec Matisse, on est en 25, avec Jean Puy on était en 1950, mais déjà en 1902, pour Jean Puy, cette idée de unité entre figure et fond était présente. Et ça, c'était vraiment la notion fondamentale pour arriver à une peinture abstraite, de ne pas faire de différenciation. Alors, je voulais quand même vous montrer aussi qu'il y a cette dimension primitive qui est omniprésente depuis qu'il a découvert le travail de Gauguin. Car vous savez, quand Gauguin est parti à Tahiti en 1892, et il s'en était beaucoup inspiré de l'art océanien,
et il le ramène à Paris. Les artistes en France le découvrent. C'est pour ça que je reviens vers les années 1904 de Jean Puy. Je pensais que c'était quand même un aspect important. Regardez ce modèle au repos. On a cette femme nue qui est assise sur cette chaise, qui regarde le spectateur tout droit. Et c'est une peinture extrêmement frontale, n'est-ce pas? On est hors de tout académisme. Cette femme-là, elle est très proche du spectateur. Le tissu derrière va nous rapprocher encore davantage. Elle semble être monumentale par sa position et aussi par la clarté des teintes de son corps. Et en même temps, dans son corps, vous voyez qu'il est censé être blanc. Vous voyez un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de violet. Il y a toutes les couleurs qui sont dans la blancheur de son corps. Et ce qui rend cette peinture si monumentale, c'est sa pose. Regardez Ovieri de Gauguin, qui date de 1894, avec laquelle Gauguin avait fait révolution, car il est sorti du contrapposto. Dans l'académie, lorsqu'on enseignait le nu, il fallait que le nu prenne certaines poses pour être gracieux, pour avoir un certain sens du mouvement. Et lorsqu'il était placé tout droit à la verticale, il avait quelque chose de monumental. Et quand ça a quelque chose de monumental, c'est comme dans l'art primitif en fait. Et l'art primitif, ou ce qu'on appelait en tout cas entre guillemets primitif à l'époque, a cette monumentalité qui est très expressive. Parce que comme c'est monumental et frontal, on est un peu presque choqué de cette face à face. On aimerait échapper, on aimerait reculer, mais on est confronté de façon presque agressive à ce nu-là. On ne peut pas prendre de recul. Et donc c'est ça qui fait qu'on sent quelque chose de sauvage dans cette peinture-là. Et donc je finis avec deux, trois peintures pour vous montrer un peu comment, dans les années 20, Jean Puy est quand même rentré dans cette modernité-là. Il fait certes des peintures intimistes où on a beaucoup de femmes qui sont en train de lire dans un intérieur, toujours avec des tissus orientaux, exotiques. Mais les femmes sont extrêmement modernes dans leur attitude, dans leurs habits, dans leur pose. Et c'est très intéressant. Là, par exemple, tel qu'on regarde la femme, on est intime, on rentre dans son intimité. Elle ne semble pas être consciente de notre présence. Mais là, encore une fois, dans cette frontalité du regard, dans cette immédiateté du regard, il capte vraiment quelque chose de moderne, je trouve. Parce que c'est un regard qui ne peut pas échapper. On ne peut pas aller en douceur. Hein. C'est vraiment tout est là tout de suite. Et je pense que c'est ça qui fait la modernité de Jean Puy. Et peut-être, juste pour conclure, on peut voir qu'à la même époque, en 1920, vous avez un autre artiste fauve qui est Kees van Dongen, qui était très proche vraiment de la société du spectacle, de la bourgeoisie naissante, et qui a fait beaucoup de portraits de femmes extrêmement élégantes. Et on est à une époque où non seulement la peinture devient autonome, indépendante, c'est-à-dire la couleur est libérée, le geste est libéré, mais la femme aussi devient autonome, indépendante. Hein. Elle s'habille plus légèrement, elle peut montrer son corps, elle porte les cheveux courts et elle peut s'exprimer, elle a le droit à l'existence, elle devient autonome. Et ça se voit dans les peintures. Hein. Elles sont moins gênées, elles sont juste là, en fait. Et je pense que c'est intéressant de voir que, si je montre la dernière peinture de Jean Puy, qu'il a bien compris ça, cette modernité-là des années 20, qu'à la fois la peinture, la couleur, elle est libre, elle est joyeuse, elle dit ce qu'elle veut, et la femme aussi, les deux. Et je conclus avec cette peinture de la lecture et la jeune fille en bleu parce qu'elle me ramène vers la première peinture, à la fois vers Jean Puy et vers Gauguin, parce que vous avez cette femme qui est repliée sur la lecture, qui est penchée sur sa lecture, et à l'arrière-plan, vous avez un clin d'œil vers un tableau de Léonard de Vinci qui représente Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste qui pointe le ciel et qui pointe
pointe donc d'une certaine façon une peinture spirituelle. Et je trouve que ce n'est pas du tout anodin qu'un artiste met un autre artiste ou une grande œuvre dans une peinture et qu'il veut, dans cette circularité du regard, si vous regardez la jeune fille, sa lecture, le regard remonte en boucle vers Saint Jean, qui pointe le ciel, où on pense que, est-ce que Jean-Puy ne penserait pas que l'art a une dimension spirituelle qui vaut la peine d'être dite par la couleur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons une question qui invite notre conférencière à revenir sur le conflit entre le cubisme et le fauvisme et ce qui motive le choix de Jean-Puy, puisque son lien à Cézanne aurait pu le conduire vers le cubisme, et pourquoi est-ce qu'il s'est orienté vers le fauvisme. Oui, c'est une très bonne question parce que c'était la question pour beaucoup d'artistes au début du siècle de choisir entre Picasso et Matisse en quelque sorte. On a au début du XXe siècle vraiment cette séparation entre dessin et couleur. Matisse a choisi de trouver l'expression par la couleur. Picasso a choisi de s'exprimer par la ligne, par le dessin. Par la construction du tableau par le dessin. Je pense que Jean-Puy a choisi Matisse parce que dès le départ, il était passionné par la couleur et la lumière. Je pense que la lumière était très importante pour lui. On voit dès son première œuvre une recherche sur la lumière. Et comme pour exprimer la lumière, on a besoin de couleurs. Je pense que c'est ça qui l'a mené vers Matisse, cette intensité de la couleur, parce que c'était aussi un grand amoureux de la nature, et en observant la nature et le changement de lumière, le changement des couleurs des plantes, des arbres, des fleurs, je pense que tout ça a fait qu'il a fait le choix de la couleur. Alors que je pense que Picasso et le cubisme, c'est-à-dire la ligne Cézanne-Picasso, parce que ça c'est plus orienté vers le cubisme, est plus intéressé par quelque chose, une architecture du tableau, en fait, une architecture qui est comme un squelette, comme un échafaudage du tableau. Si on regarde les Demoiselles d'Avignon de Picasso, que j'ai perdu dans mon PowerPoint, quand on les regarde, on voit que c'est comme un échafaudage, quelque chose d'un peu plus agressif peut-être aussi, c'est plus sec peut-être aussi, je ne sais pas, mais je pense que tant qu'on cherche la lumière, la couleur semble évidente. Ce qui est intéressant avec Jean-Puy, c'est que le dessin reste toujours présent quand même dans son travail en charpente. Et un des derniers nus que vous avez présenté avec le parallèle avec l'œuvre de Gauguin, c'est intéressant parce que c'est une des œuvres qui est présentée dans l'exposition, et on peut voir au niveau de la construction du tableau une mise au carreau préalable à l'apport de la couleur et de la peinture. Et du coup, le dessin reste quand même présent pour lui. Et est-ce que c'est pour ça finalement qu'il n'a peut-être pas allé plus loin dans ses recherches, il a creusé son sillon et qu'il a quand même gardé un équilibre entre dessin et couleur? Je sais pas. Je pense que c'est probablement juste. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un profond besoin d'harmonie, je pense. C'est aussi pour ça qu'il n'était pas aussi excessif que, par exemple, Vlaminck ou Derain ou même Matisse, qui sont des fois extrêmement violente avec les couleurs. Regardez La femme à la raie verte, c'est très violent. Alors il va toujours en douceur en fait. Et déjà à l'époque, ça a été vu par Vauxhall lorsqu'il critique le fauvisme et il parle dans un article, il parle de Jean-Puy, il dit « Il est fauve mais modéré ».
et ça lui plaît très bien en fait. Et Jean-Puy, il cherche une harmonie dans la vie et dans la peinture. Il ne cherche pas à choquer, à rêver. Il suit son besoin intérieur en fait. Et en quelque sorte, il reste très fidèle à lui-même. Hein, et c'est ça qui fait que son art est un grand art en fait. Et aussi d'ailleurs, dans un article, j'ai pu lire de André Derain, qui disait que le plus important pour un artiste, c'est de se connaître soi-même. Et on peut seulement faire un bon tableau quand on se connaît profondément soi-même. Et je pense que Jean-Puy, il se connaissait bien. Et il savait qu'il avait besoin de cet équilibre entre dessin, couleur, et que c'est fait qu'il est resté modéré, en fait. Hein. Ça donne une douceur à ses peintures aussi. Hein. Une question de Laure qui a remarqué que dans les œuvres de Jean-Puy, dans les œuvres représentées, les femmes semblent tristes. Elle vous demande donc quelle perception les artistes ont-ils des femmes qui les entourent et que veulent-ils dire de leur sujet? C'est une très bonne question. Une très bonne question. Alors pour Jean-Puy, je pense pas que les femmes soient tristes, je pense qu'elles sont pensives. Je pense que ce sont des femmes intellectuelles et je trouve qu'ils donnent un aspect très positif de la femme parce que c'est des femmes qui semblent à la fois modernes vu leur habit, leur pose et du fait qu'elles lisent, parce que la grande différence entre Jean-Puy et Van Dongen, qui était fauve aussi, que Van Dongen, il représente une femme très élégante, mais elle est juste là. Alors que Jean-Puy représente une femme très élégante, mais elle est cultivée, elle est en train de lire, et il veut le montrer. Donc elle est très moderne et elle s'intéresse à la mode, elle veut être belle, mais en même temps elle est intelligente. Et donc je ne pense pas qu'elle soit triste, je pense qu'elle est pensive. Alors qu'il est vrai pour les autres artistes, comme par exemple Matisse que j'ai montré, on dirait presque c'est pas important que ce soit une femme, juste elle est là, il utilise le modèle et il s'en sert pour faire son art. C'est l'art qui est au centre pour Matisse. C'est vraiment, elle lui sert de modèle, certes, mais elle s'efface derrière la peinture, elle disparaît avec la peinture, elle ne semble pas être importante. Je pense même pas qu'il pense à la femme, je pense qu'il pense à la peinture. Un peu comme Monet lorsqu'il dit je ne pense pas feuille, je pense vert, je ne pense pas soleil, je pense rouge, c'est-à-dire il pense en termes de couleur et pas en termes de sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai trouvé très intéressant une remarque sur la disharmonie, où justement vous avez expliqué à partir du cercle chromatique de Chevreul sur cette harmonie des couleurs, comment les fauves finalement vont chercher la disharmonie et à assembler ensemble des couleurs qui a priori n'ont rien à faire côte à côte. Et justement pour ces artistes, c'était toujours un jeu d'équilibriste et comment marcher sur ce fil de la qualité ou la quantité de couleurs que j'appose sur la toile et justement comment ne pas basculer dans le trop. Et ce trop ou cette agression, on peut la trouver chez d'autres artistes par la suite. Et voilà, justement sur cet équilibre entre harmonie et disharmonie. Oui, je pense que ça se sent à l'intérieur même de l'œuvre des fauves, c'est-à-dire dans le premier temps fauve, où c'est au départ du fauvisme, ils sont encore dans la recherche de l'harmonie des couleurs. On a les teintes, le bleu, le bleu avec l'orange, le vert avec le rouge, des couleurs complémentaires qui créent un équilibre dans notre rétine. Ensuite, ils vont les dissocier, ils vont faire exprès de les dissocier parce qu'ils ont peur qu'on tombe dans le sentimental, en fait. On entend souvent dire, les artistes du fauvisme, qu'ils veulent sortir du sentimentalisme, c'est-à-dire ils ne cherchent pas une peinture romantique devant laquelle on cherche un plaisir esthétique.
ce n'est pas le plaisir esthétique du beau classique qui les intéresse, mais une émotion forte. Et l'émotion forte, elle est sauvage, elle est instinctive. Et ces besoins d'instinct, ça va de pair avec la naissance de la psychanalyse d'ailleurs. Hein. Et c'est aussi les artistes qui vont dire, une mauvaise émotion est aussi une émotion. On ne parle pas que des émotions positives. Et c'est d'ailleurs, à un moment, j'ai montré comment on arrive à l'abstraction avec Kandinsky. Et justement, lorsqu'on sort du fauvisme, on arrive à l'abstraction avec Kandinsky, par exemple, qui aussi accepte la disharmonie, car en fait, il dit que c'est quelque chose qui est tout à fait présent dans l'homme, et c'est une part qu'on a toujours niée. On ne parle pas des mauvaises émotions, mais il faut aussi parler des mauvaises émotions. Donc il y a aussi une disharmonie. Et l'art, elle doit inclure ça, élargir sa palette en quelque sorte. Et c'est la même chose qui va se passer en musique en 1911 avec Arnold Schoenberg, qui crée justement la musique atonale et qui du coup fait la même chose, point et contrepoint. Et donc c'est juste un élargissement de la palette en quelque sorte. Et il considère que ça donne beaucoup plus de possibilités. Et ça donne une autre dimension psychologique aussi pour le spectateur. Du coup, je vais reprendre le micro une dernière fois pour vous remercier à nouveau, Ulrich Kasper, de votre présence ici, ici au musée Joseph Deschlettes. Voilà, donc pour finir cette conférence, je voulais vous apporter plusieurs informations. Donc, comme je disais au début, cette conférence est organisée dans le cadre de l'exposition Jean Puy Ambroise Vollard, Un fauve et son marchand, une exposition que nous organisons en partenariat avec le musée de Pont-Aven en Bretagne, et une exposition que nous avons jusqu'au 17 mai et que nous espérons ouvrir prochainement. C'est la première conférence organisée dans le cadre de cette exposition. Le mois prochain, en février, nous recevrons M. Éric Moinet, commissaire de l'exposition, pour une conférence autour de la céramique des fauves, toute la collaboration que les fauves ont nouée avec le céramiste et potier André Mété. Nous recevrons en mars Clara Roca, commissaire de l'exposition sur Ambroise Vollard, qui ouvrira au printemps au Petit Palais à Paris et qui viendra nous présenter Ambroise Vollard et tout l'apport que ce grand marchand a eu dans l'art du XXe siècle, à la fois en tant que marchand et aussi à la fois en tant qu'éditeur. Et enfin, Bruno Etier, directeur et conservateur du musée Joseph Deschlettes, nous présentera une conférence sur la tapisserie et les fauves. Voilà, comment les fauves se sont emparés de ce médium moins connu que la peinture, la céramique ou le dessin. L'exposition est fermée pour l'instant, mais nous espérons à partir du mois de février vous proposer des visites via Facebook, des visites virtuelles, donc on vous tiendra informé via les réseaux sociaux. Et cette vidéo, cette conférence sera disponible en replay dès lundi pendant une semaine. Donc pour les personnes qui n'auraient pas pu la voir, ça sera l'occasion de pouvoir découvrir cette introduction que j'ai trouvée très intéressante et essentielle pour replacer Jean Puy dans le contexte du XXe siècle. Merci beaucoup et à très bientôt.